C'est assez compliqué de classifier la musique. Il y a des classifications assez simplistes avec 20 genres, mais qui souvent s'appliquent à la musique occidentale. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout pertinent quand on arrive dans un nouveau marché et qu'il y a beaucoup de travail pour comprendre les styles musicaux et les habitudes d'écoute de ces personnes-là. Après, on a justement des playlists qui sont faites un peu pour un moment donné. Je sais pas, une playlist road trip ou Noël ou petit-déj, où ça, c'est les gens qui vont aller chercher cette playlist. Ou alors, on a des playlists qui, justement, basées sur de la recommandation, mais basées sur la recommandation par heure de la journée, par jour de la semaine, où on va comprendre que les gens ont des habitudes qui changent d'un moment à l'autre. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Cette semaine, je reçois Valentin Geffrier, senior data scientist chez Spotify. Après 4 ans sur des sujets de marketing digital chez Numberly, il a rejoint Spotify il y a 2 ans pour travailler sur des sujets de growth. Spotify, leader du streaming audio, est une société suédoise créée en 2006 qui compte aujourd'hui 450 millions d'utilisateurs actifs. Bonjour Valentin. Salut Marc, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Spotify en général ? Qu'est-ce que fait cette boîte ? C'est une boîte qui, comme tu l'as dit, est le leader du streaming audio, qui a commencé par la musique pour la rendre accessible le plus facilement possible, à bas prix, dans tous les pays, et qui petit à petit s'est rendu disponible sur de plus en plus d'appareils différents, dans les voitures, sur l'ordinateur, sur les portables, mais en donnant accès à des nouveaux contenus. Donc ils se sont beaucoup focalisés sur les podcasts ces dernières années, ils commencent avec les audiobooks dans certains pays, et en fait, ils veulent aussi permettre à beaucoup de créateurs de vivre de leur métier, de leur création, et donc ils vont leur permettre de mettre leurs concerts sur la plateforme ou de vendre un peu des objets dérivés, des goodies sur l'application. Alors, la data chez Spotify, à quoi et à qui ça sert ? Comment c'est géré exactement ? Ça sert partout. C'est une boîte tech, on collecte beaucoup de données sur tous nos utilisateurs, sur beaucoup d'utilisateurs. Et ça va être utile à plein d'endroits différents. Donc le premier use case qu'on voit, qui est un peu évident, c'est la recommandation de musique. Donc on a plein d'algorithmes qui permettent aux utilisateurs de découvrir d'autres musiques qui pourraient leur plaire, de nouveaux genres musicaux. Et donc on est obligé de collecter toutes ces données, même d'un point de vue pour des fonctions support, que ce soit le marketing, la finance. On est une entreprise publique, donc on se doit d'avoir des bases de données très claires sur quels revenus on a, combien d'utilisateurs on a, gérer des problèmes de fraude. Donc voilà, c'est un peu partout. Alors, toi, dans le cadre de ton travail, tu es plutôt sur la partie growth, tu nous le disais. En quoi consiste cette sous-partie de la data ? C'est des sujets assez larges. Donc par exemple, dans mon équipe, on a des personnes qui travaillent sur des sujets de campagnes de marketing. On a beaucoup de campagnes sur Facebook, Snapchat, TikTok, dans plein de pays, plein de stratégies différentes. Et du coup, on va travailler sur des données de ces plateformes publicitaires, mais aussi de partenaires qui vont nous aider à faire une attribution marketing plus précise. Donc on appelle ça des MMP, Mobile Measurement Partner. Et le but, c'est vraiment d'allouer notre budget de la manière la plus optimale possible, parce que c'est vraiment des montants très importants. Et du coup, ça va vraiment... on va avoir assez de données pour prendre des décisions très régulières sur la meilleure utilisation de notre budget et qui vont tenir compte des changements de performance en fonction, je sais pas, d'un pays où potentiellement la compétition en termes d'annonceurs va être plus forte et donc il va falloir qu'on réagisse rapidement. Il y a des sujets de SEO, comment on est référencé sur Google, et pour s'assurer qu'on peut avoir éventuellement des nouveaux utilisateurs qui vont arriver sur Spotify en cherchant des informations sur du contenu audio sur des moteurs de recherche. C'est quoi les segments qui restent à prendre de Spotify ? Parce que nous, on connaît notre génération en France, etc. Quel est aujourd'hui, sur quoi vous misez, entre guillemets, sur les pubs ? Alors, on a plusieurs segments. Déjà, on a bien sûr des nouveaux pays. L'Inde, qui est devenu un marché énorme. Donc, il faut qu'on arrive à être pertinent pour des marchés différents. Mais aussi qu'on sache que dans ces pays-là, c'est des utilisateurs qui vont peut-être nous ramener moins d'argent pour l'instant. Donc, il faut toujours qu'on arrive à comparer le coût d'acquisition d'utilisateurs dans ce marché par rapport à la lifetime value qu'on peut espérer de ces utilisateurs-là. Donc, il y a un segment vraiment d'expansion géographique. On a aussi Gen Z, qui est un vrai focus pour l'entreprise de manière globale, mais du coup pour le marketing également. Donc, ça va sur des sujets de targeting, sur des sujets
de créa. On va tester différentes bannières publicitaires, mais différents formats, donc sur TikTok, sur Snapchat, avec des contenus plus authentiques, plus vidéo, qui pop-up plus pour ces audiences-là. Est-ce que tu peux nous partager des décisions ou une décision business qui aurait été prise grâce à la data, grâce à tes analytics ? Alors, j'ai 2 exemples en tête. Un premier qui est sur des campagnes de marketing, par exemple. On a tout un système qui permet d'automatiser la création de bannières dans chaque pays en fonction des performances des publicités et du contenu qui peut être populaire à un moment donné dans ces pays-là. Donc, on utilisait ce système pour de l'acquisition, mais moi, mon but, c'était un peu de montrer qu'on pouvait l'utiliser pour de la réactivation. Donc, de montrer que si on mettait en avant des nouvelles sorties d'albums, on pouvait réactiver des utilisateurs. Parce que en marketing, c'est toujours très intéressant de réactiver des utilisateurs, ça peut être beaucoup moins cher. Des gens qui connaissent déjà la plateforme, plutôt que d'aller rechercher, surtout dans des pays où c'est complètement saturé. Donc ça, c'est un premier exemple où justement on a pu prouver que ça marchait, qu'on avait un impact significatif sur ces populations-là et à un coût intéressant. Le deuxième, c'est sur la rétrospective. Donc pendant le mois de décembre, Spotify donne à tous ses utilisateurs une vision un peu des stats de l'année. Ouais. Et c'est une grosse campagne virale qui fonctionne très bien parce que les utilisateurs vont beaucoup partager ces stats-là à d'autres gens. Et c'est très intéressant pour nous de pouvoir comparer heure par heure par rapport à l'année d'avant les performances pour être capable de réagir. Et donc là, notamment, on a vu que pendant la deuxième semaine, on avait supprimé un peu un point d'entrée de l'expérience. Et on était passé complètement en dessous de nos performances de l'année d'avant. Et du coup, ça nous a permis de réagir et de lancer d'autres campagnes ou de réouvrir des moyens d'accéder à cette expérience. Des gens qui auraient loupé le coche de ce flash info des stats de l'année qui vient de s'écouler ? Ouais, exactement. Moi, ça m'a un peu surpris aussi parce qu'on avait l'impression d'être presque trop présent sur l'application et potentiellement de cannibaliser ou de perdre de l'attention des gens parce qu'ils allaient voir que ça. Mais en fait, il y avait les gens, s'ils mettaient pas à jour leur application, ils allaient pas pouvoir accéder à l'expérience et potentiellement, en fait, ils le voient une fois et ils ne réagissent pas. Et du coup, en fait, j'ai des amis qui, 2 semaines après, l'avaient toujours pas vu. Et donc, c'est moi qui allais manuellement leur montrer. Et donc, c'est un peu de la recherche utilisateur de voir pourquoi les gens n'ont pas accédé à ça. Et est-ce que vous observez un pic des mises à jour ou ce genre de choses après avoir, disons, diffusé ces stats ? Est-ce que vous voyez les gens mettre à jour leur appli un peu plus parce que leurs potes leur disent si tu mets à jour ton application, tu vas voir tes stats ? C'est une bonne question. Je sais pas si ça a eu lieu après et si on pouvait savoir exactement pourquoi les gens l'ont fait. Ce qui est sûr, c'est que on a fait des campagnes de messaging, in-app, push et email en amont pour être sûr que les gens allaient mettre à jour leur application pour justement accéder à cette campagne. Et on leur disait, parce qu'on sait que les gens attendent un peu ça, donc on peut leur dire ça arrive bientôt. Si vous voulez y accéder, vous devez mettre à jour votre application. D'accord. Et après, le sujet de mise à jour est un sujet qui est de plus en plus important parce qu'on se rend compte que l'adoption des nouvelles releases, par exemple chez Android ou chez Apple, va dépendre beaucoup d'un marché à l'autre. Parce que y a des pays où en fait les gens n'ont pas du tout les mêmes marques de portables. Ils ont des portables plus vieux. Ils n'ont pas un accès à un réseau Internet aussi efficace ou alors ils ont une donnée limitée. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre de plus en plus en compte pour que l'expérience utilisateur soit la même. C'est quelque chose qui était très important au début de Spotify, que les gens aient accès à la musique quasiment instantanément alors qu'il n'y avait pas de 4G à ce moment-là. Et c'est quelque chose qu'on doit garder en tête pour des marchés où il n'y a pas de 5G, quoi. Est-ce que vous observez des modifications de comportement suite à l'apparition de ce genre de choses, de stats ? Je pense que la musique, c'est un peu quelque chose sur lequel les gens peuvent être fiers de certaines choses, peu fiers de d'autres, etc. Est-ce que, dans la mesure où tout le monde se montre un peu les... Ouais, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas que les utilisateurs qui reçoivent cette expérience. Il y a aussi les artistes, les créateurs de podcasts, et même maintenant les gens qui écrivent des chansons. Et donc, ça leur permet de montrer un peu leur succès et le nombre de personnes qu'ils arrivent à atteindre année après année. Du côté utilisateur, il y en a qui sont assez fiers toujours d'être dans le top, 0,005% d'un artiste, même si parfois ça peut sembler un peu ridicule, mais justement, ils aiment bien quand même le mettre en avant. Alors, l'usage, on va dire, roi de chez Spotify, côté machine learning, c'est plutôt la recommandation de la chanson d'après. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, comment ça fonctionne ? Ça se base sur toutes les données d'utilisateurs, donc en fonction des similarités d'écoute entre différents utilisateurs, on va pouvoir recommander un nouveau contenu
à une personne A si une personne B qui a écouté à peu près la musique a aussi écouté cette autre musique. Donc c'est des gros systèmes de recommandations qui sont optimisés vraiment énormément maintenant et qui sont dérivés un peu dans plein d'utilisations différentes pour que ça soit, par exemple, vous écoutez un titre et vous allez avoir la radio, donc juste plein de musiques recommandées par rapport à cette radio, ou alors vous allez avoir des découvertes de la semaine, ou alors les sorties de la semaine par rapport à des utilisateurs que vous suivez. Donc c'est vraiment dérivé sous plein de formes et ça fonctionne assez bien, mais après finalement ça représente beaucoup d'algorithmes qui tournent tous les jours pour une majorité de nos utilisateurs. Donc c'est aussi un gros coût serveur. Et la donnée d'entrée pour ces algorithmes, c'est vraiment la séquence des chansons écoutées elles-mêmes. Il n'y a pas d'analyse faite sur la musique elle-même, par exemple, sur le rythme, le tempo. C'est des features qu'on essaye de rajouter dans ces algos. Moi, c'est pas mon cœur de métier, donc je pourrais pas en parler beaucoup plus. Je sais qu'à la base, comme beaucoup de systèmes de recommandation, la machine n'a même pas vraiment besoin de savoir ce qu'elle recommande. Elle se base juste sur des écoutes de chaque utilisateur et de voir des intersections et de recommander en fonction de ça. Et face au problème du cold start, comme on l'appelle, c'est-à-dire le nouvel utilisateur qui n'a pas d'historique d'écoute, ou bien, je dirais, la nouvelle chanson, le nouvel artiste qui n'a pas d'historique d'écoute, comment est-ce que vous faites les recommandations pour éviter que cette chanson ne tombe pas dans l'oubli, ou bien que cet utilisateur ne soit pas confronté à trop de titres qu'il n'a pas envie d'écouter? Quand un utilisateur arrive, il a un taste onboarding. Donc en fait, il va de toute façon choisir lui-même quelques artistes. Et déjà, en fait, dans ce système-là, quand un utilisateur choisit un artiste, ça va faire pop-up des artistes similaires autour de cet artiste. Et donc, en fait, ça va permettre, dès le début, d'avoir un peu des seeds, une première interprétation des goûts musicaux de la personne. Et en fait, très vite, une personne, après, 10 écoutes, on va pouvoir raffiner un peu les recommandations. On va avoir potentiellement, si la personne choisit un peu des playlists éditoriales, donc c'est quelque chose qui a quand même encore beaucoup de poids chez Spotify, qui représente beaucoup d'écoute, c'est des playlists qui sont faites à la main par des gens dans chaque pays, en fonction des artistes connus. Par des professionnels. Par des professionnels du métier, ouais. D'accord. Et donc au niveau des artistes, c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'un nouvel artiste, on va essayer de le rattacher à quelques artistes à la main avant de l'intégrer aux algorithmes? C'est une bonne question, peut-être pas, parce qu'il y a quand même maintenant des centaines de milliers, voire des millions d'artistes sur la plateforme. Je pense que eux vont réussir à obtenir quelques écoutes de leurs premiers fans, de leurs proches. D'accord. Et en fonction de ça, l'algorithme va pouvoir peut-être comprendre la similarité de ce nouveau contenu par rapport à du contenu existant. Et après, le jackpot, c'est toujours pour un artiste d'être placé dans des playlists Spotify, que ça soit à la main par justement des personnes qui travaillent dans la musique ou parfois par des algos. En fait, on a des playlists complètement algorithmiques, des playlists éditoriales qui sont faites à la main. Oui. Et on a un peu un mix entre les deux, qui sont des playlists algotoriales, où il va y avoir un peu d'intervention humaine pour dire qu'on a plusieurs musiques qui sont un peu la base d'une playlist. Et après, l'algo va en trouver d'autres similaires, ou même va réordonner cette playlist pour chaque utilisateur en fonction de la connaissance qu'on a des goûts de cet utilisateur. Les styles, les moods, je dirais les recommandations qui sont liées à autre chose que les goûts de l'utilisateur, mais plus à un moment spécifique, ça, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on arrive à segmenter, on va dire, les moments d'écoute? C'est un gros sujet, c'est assez compliqué de classifier la musique. Il y a des classifications assez simplistes avec 20 genres, mais qui souvent s'appliquent à la musique occidentale. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout pertinent quand on arrive dans un nouveau marché et qu'il y a beaucoup de travail pour comprendre les styles musicaux et les habitudes d'écoute de ces personnes-là. Après, on a justement des playlists qui sont faites un peu pour un moment donné, une playlist road trip ou Noël ou petit-déj, où ça, c'est les gens qui vont aller chercher cette playlist. Ou alors, on a des playlists qui, justement, basées sur de la recommandation, mais basées sur la recommandation par heure de la journée, par jour de la semaine, où on va comprendre que les gens ont des habitudes qui changent d'un moment à l'autre. D'accord. Alors moi, il y a une question qui me taraude, c'est quelle information je donne quand je clique suivant, parce que j'ai pas envie d'écouter une musique tout de suite. Des fois, je me demande, est-ce que je suis pas en train de dire à l'algorithme de plus jamais me montrer cette chanson-là? Comment on fait la différence entre il aime pas cette musique et il a pas envie de l'écouter tout de suite? C'est un bon point. C'est effectivement un signal qui va être pris en compte. Il y a même des moyens plus forts, je crois,
au moins sur l'application ordinateur, mais ça ne m'étonnerait pas aussi potentiellement sur l'application mobile, de donner le choix aux utilisateurs de dire que la recommandation qu'on leur fait n'est pas la bonne recommandation. Et que du coup, par exemple, ils n'aiment pas cette musique-là ou cet artiste-là. Et après, c'est à nous de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui nous a dit une fois? Si c'est volontaire, effectivement, c'est un signal fort. Si la personne a passé à la musique, il faudrait qu'on le traite différemment et potentiellement qu'on se dise, effectivement, peut-être que c'était un signal pour ce moment-là de la journée, et ça ne veut pas forcément dire que la personne ne l'aime pas. En fait, on va tous utiliser des playlists personnelles dans lesquelles parfois on va passer une musique, mais si on l'a mis dans une playlist, c'est quand même que c'est une musique qu'on aime écouter parfois. Donc après, c'est des signaux qu'on peut soit décider de traiter différemment, de manière un peu hard-coded, où on va se dire cette action-là a plus de poids que l'autre. Après, avec des systèmes de machine learning très puissants, je pense que l'algo va être capable d'attribuer un poids différent à différentes actions, et donc potentiellement juste skipper une musique va pas avoir autant de poids qu'un utilisateur qui dit me faites plus cette recommandation. Alors ça, donc c'est l'usage, on va dire, le plus évident du machine learning. Est-ce que tu en connais d'autres chez Spotify? Ouais, il y a des gros sujets de quel contenu on met sur l'application, sur la page d'accueil par exemple. Autant les recommandations, c'est quelque chose qu'on voit moins. C'est juste souvent une liste de musique qui nous est proposée. Mais c'est très important sur l'application d'être pertinent et de ranker un peu tous les contenus qu'on va proposer à une personne. Surtout parce qu'on n'a qu'une seule application et qu'on a de plus en plus de contenus et de types de contenus différents. Donc, il faut savoir jauger un peu quel contenu il faut mettre en avant, explorer un peu certains contenus parfois, pas recommander toujours la même chose. Et ouais, on a un peu une limite en termes d'attention pour les utilisateurs. Donc, on va tester différents rankings, différents scores sur cette surface-là. Côté growth et côté, on va dire, marketing digital, quelles vont être les données d'input sur lesquelles tu vas travailler au quotidien? Alors, personnellement, vu que c'est surtout des plateformes publicitaires comme Facebook ou autres, on a peu d'accès à la donnée, parce que c'est des plateformes qui vont nous donner de moins en moins de granularité. Et c'est très bien parce que y a des moments où, justement, du côté de la tech, il y avait trop de données qui étaient partagées, peu de respect de la confidentialité des utilisateurs, des dérives, notamment avec des données de géolocalisation. Et maintenant, on n'a accès qu'à des données agrégées qui sont forcément plus dures à utiliser. Nous, en plus, on essaie de construire des algos on top of l'algo de bidding et de targeting de Facebook. Et du coup, c'est très dur de comprendre ce qui se passe dans cette boîte noire, surtout quand on n'a pas des données très granulaires au niveau utilisateur. Là où j'ai des collègues data scientists qui seront plus du côté email, push ou message in-app, où en fait, ils ont des données très granulaires et on sait beaucoup plus quel utilisateur va voir quel message, va cliquer dessus. Et ça nous permet d'affiner notre targeting, potentiellement de le réduire aussi, de changer les messages. Pour revenir sur le sujet du machine learning, il y a plein d'utilisations maintenant qui se basent plus sur le contenu de la musique, là où potentiellement c'était quelque chose qui était moins utilisé pour de la recommandation. On va moins se baser sur des features liées à la musique parce que c'est assez dur de les utiliser. Mais on a des équipes de chercheurs, notamment une basée à Paris, qui sont vraiment à la pointe de la recherche appliquée à l'audio, du machine learning appliqué à l'audio, du traitement du signal, qui savent maintenant décomposer la musique. Et donc ça va être très utile pour créer des logiciels d'assistance à la composition musicale, potentiellement à la création de podcasts aussi. Ou même récemment, il y avait un peu des tests de karaoké où justement, en sachant décomposer la musique, on peut prendre une musique initiale, enlever les paroles et donner ça à des utilisateurs pour qu'ils chantent dessus. D'accord, donc vous fournissez aux artistes un peu des éléments qui leur permettraient d'aider à la création? Alors, il y a deux plateformes. Déjà, il y a une plateforme qui s'appelle Spotify for Artists, qui est plus une suite d'analytics, de dashboards qui leur permet de suivre leurs performances dans le monde entier, de voir le succès que peuvent avoir leur dernier album. Et il y a une autre plateforme qui avait été rachetée par Spotify il y a quelques années, qui est suédoise, je crois, qui s'appelle Soundtrap, et qui est vraiment un logiciel séparé, qui est accessible gratuitement, mais avec des add-ons payants, qui permet justement de composer à des artistes plus ou moins débutants, d'essayer des mélodies avec différents instruments, ou même de voir comment certaines paroles pourraient aller avec une mélodie qu'ils ont en tête. D'accord, donc c'est de la suggestion carrément de mélodies, de choses comme ça? Je pense que ça va jusqu'à la suggestion, ouais. Ça cherche à prédire, entre guillemets, l'appétence chorale publique pour des essais qu'ils peuvent faire?
Ça, je pense pas. Je pense que c'est encore séparé. Je pense que c'est un peu sensible aussi d'essayer de promettre des succès à des artistes ou d'utiliser le succès des uns pour l'appliquer ou le donner à d'autres. Je pense que ça serait plus compliqué et c'est quelque chose... Enfin, c'est pas à nous forcément de partager ça non plus. Ouais. Mais alors du coup, Soundtrap fait quoi exactement pour l'artiste? Ça va être un logiciel de composition de musique. De rajouter certains instruments, de mieux comprendre voilà, de quelle mélodie ils partent, et de construire ou de produire un premier son avec très peu de moyens hardware qui peuvent être très, très chers pour un artiste qui commence. D'accord, donc c'est un logiciel de mixage carrément. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire autrement si c'était à refaire? En fait, on a accès à beaucoup de données, et parfois même un peu trop. Et je pense que parfois des choses très simples, juste au lieu de regarder certaines performances parfois, mais vraiment de mettre des alertings en place, du monitoring, même juste sur la qualité de la donnée. Parfois, en fait, on arrive dans une équipe avec des datasets qui nous paraissent un peu donnés et qu'on considère comme propres. Et en fait, c'est très important de réévaluer la qualité de cette donnée. Et maintenant, il y a plein de technologies qui permettent de mettre en place ce genre de tests, de check sur des pipelines de données, qui seraient un peu des premières choses à mettre en place avant, en fait, d'essayer de prendre des décisions business qui potentiellement seront basées sur des sets de données bancaux. Tu as un exemple en tête de check qui aurait pu être utile s'il avait été implémenté plus tôt? Ouais, par exemple, sur les données de marketing, c'est assez compliqué parce qu'on a des données fragmentées qui proviennent de différents partenaires. Donc, ça peut être assez dur de les matcher et de s'assurer que, je sais pas, par exemple, pour une publicité Facebook, on a effectivement les données qui nous viennent de Facebook, les données qui viennent de l'autre partenaire, que ça colle bien sur la même clé qui nous permet de matcher ces données. Et en fait, sur ces sujets-là, c'est assez compliqué. Et si on n'a pas de check en place, en fait, on peut filtrer toute une partie de la donnée et manquer toute une partie des événements qu'on voulait traquer à la base. Quel genre de fraude? Par exemple, de créer soit des faux comptes et de les faire streamer en boucle à un certain artiste pour gonfler artificiellement ses streams et du coup son classement sur la plateforme ou même les royalties qui sont revenus en tirer. Et donc c'est quelque chose sur lequel on a agi très vite et on a des équipes, des grosses équipes de R&D qui travaillent sur ça en permanence pour que justement qu'on puisse s'assurer que ça influence pas nos classements, nos playlists et que on va pas payer un artiste plus si ces streams sont frauduleux. Donc on a soit des faux comptes, soit même des comptes qui peuvent être hackés pour justement streamer en boucle quelqu'un. Mais en fait, du coup, on a plein d'algos qui vont pouvoir détecter ça. Et en fait, c'est important même pour nos résultats publics de donner un nombre d'utilisateurs qui est réel. Et ça avait été un sujet, par exemple, chez Twitter, quand Elon Musk est arrivé, qu'il annonçait qu'il y avait un énorme pourcentage de la plateforme qui était des bots. Et effectivement, en fait, ça pourrait changer un peu la valeur de la boîte si on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de comportements qui sont juste pas du tout réels. Quel avantage compétitif est-ce que la data offre à Spotify aujourd'hui? Un énorme avantage, même par rapport à d'autres applications de musique qui débutent ou qui ont débuté plus tard. En fait, on avait quand même quelques années d'avance et des millions d'utilisateurs. Donc, en fait, ça permettait d'avoir des algos déjà bien entraînés, d'avoir pu tester, d'avoir pu itérer sur quel modèle on voulait choisir. Le fait d'avoir ces données sur plein de contenus différents, dans différents pays, c'est définitivement un avantage très compétitif. C'est important d'avoir une plus grosse base d'utilisateurs pour avoir des meilleurs algos, ou à partir d'une certaine masse critique, on peut dire qu'un algo envoie un autre? En fait, je pense que il y a toujours le problème de plus on a de données, plus ça peut être coûteux à stocker. Ou de faire tourner des algos dessus. Nous, par exemple, en fait, les coûts de nos serveurs, c'est un coût très, très important. Et même, c'est une partie de notre empreinte carbone très importante aussi. Donc, c'est quelque chose auquel on fait très attention et qu'on essaie de réduire le plus possible. Après, effectivement, pour les algos, on pourrait se dire que pour certains, on n'a pas besoin, après, 10 millions d'utilisateurs, en avoir 100 millions, ça va peut-être pas changer grand-chose. Et en même temps, en fait, vu qu'on va essayer de servir chaque utilisateur qui peut avoir des goûts très niches dans un marché peut-être où on vient de commencer sur un genre musical très précis, et en fait, pour ce type de musique-là, pour cet utilisateur-là, on a peut-être moins de signaux, et donc en fait, ça serait peut-être toujours utile d'avoir plus de personnes comme cette personne. Sinon, on a un peu le problème d'avoir une feedback loop potentiellement, où on va servir
un peu tout le temps la même chose aux gens, ou en fait, ils vont écouter nos personnalisations et du coup, on va se dire que c'est ça qu'ils aiment et donc on va juste continuer à faire ça. Plus on a de contenu différent et plus on est d'utilisateurs différents, plus on peut observer des comportements différents et justement sortir un peu de ces boucles et proposer quelque chose de toujours un peu nouveau. Oui, vous pourriez vous enfermer avec vos compétiteurs, chacun sur son segment de marché, avec l'incapacité de faire des algos qui plaisent à l'autre segment de marché parce que vous manquez d'utilisateurs. Quelque part, être chacun un peu spécialisé. Ouais, c'est quelque chose qui peut revenir d'ailleurs chez certains utilisateurs. En fait, l'algo, il va pas toujours forcément réussir à donner de bonnes recommandations pour des personnes. Et donc, j'ai vraiment des échos hyper différents de gens qui adorent les nouvelles recommandations et d'autres qui, au contraire, trouvent pas ça encore assez pertinent. Donc, on sait que l'algo doit donner des bonnes recommandations, mais c'est des objectifs qu'on mesure plus qu'à court terme. On va pas juste voir si la personne écoute, parce que potentiellement la personne écoute, mais c'est pas ce qu'elle préfère. Mais bon, elle va pas chercher ailleurs. On va chercher à optimiser des KPI vraiment à long terme sur la satisfaction et la rétention des utilisateurs. Il y a une communication en interne entre les équipes growth qui vont chercher les nouveaux utilisateurs et puis ceux qui entraînent les algos sur les utilisateurs actuels, sur l'orientation par exemple des efforts pour améliorer la qualité par rapport à la cible côté growth. Ça va dépendre. On a par exemple, on a des équipes musique des équipes insights, donc à la fois data scientists et user researchers, qui peuvent vraiment identifier des trends, deviner un peu, prédire quel nouvel album ou quel nouvel artiste va pouvoir monter. Et du coup, c'est clairement quelque chose qu'on peut utiliser en marketing pour mettre en avant tel ou tel artiste et faire venir soit des nouveaux utilisateurs, soit des utilisateurs qui étaient inactifs. C'est quoi les limites dans ton métier avec la data, alors avec les limites, les points de douleur, éventuellement les obstacles rencontrés? Je pense que du coup, c'est un peu un problème de data riche, où on est des entreprises où on a énormément de données sur plein d'utilisateurs, et on est beaucoup de personnes dans la même boîte qui travaillent sur des sujets parfois similaires. Donc en fait, parfois, si on fait tourner des algos ou des études, ça peut prendre déjà beaucoup de temps, ça peut coûter assez cher, donc il faut savoir un peu ce qu'on fait. Et après, en fait, il y a tout un sujet d'organisation de la donnée. On a plein de manières d'agréger la donnée, plein de sources de données différentes, et parfois des personnes qui vont juste créer les mêmes bases de données en pensant qu'ils vont juste l'utiliser une fois ou deux pour un algo. Et en fait, autant on a presque un moteur de recherche pour accéder à ces bases de données-là, autant en fait, souvent elles vont pas être assez annotées, décrites, on va manquer de documentation, on sait pas forcément quelle qualité ça a, quels checks sont appliqués à ces pipelines, à ces bases de données. Et donc, en fait, il y a un gros sujet d'organisation de l'information avec des équipes qui vont justement essayer de supprimer les doublons et de rendre la donnée plus propre, plus accessible, faire un peu d'éducation pour les data users, les data practitioners, pour bien utiliser ces données, ou même parfois, justement, on a ce rôle d'analytics engineer, donc des personnes dont le rôle va être de créer des bases de données aussi propres que possible, pour des personnes qui vont créer des études ou des algos dessus et qui n'ont pas toujours le temps pour vraiment refaire des checks sur toute cette base de données. Donc, on crée ce rôle un peu intermédiaire qui est un peu entre data engineer et data scientist et qui crée des bases de données vraiment pour les personnes humaines, pas forcément pour des algos. Et du coup, on a une communauté qui se crée, des technologies qui sont de plus en plus adoptées, des technologies open source, comme DBT, et effectivement, en fait, ça va nous permettre de créer des bases de données utilisées par plus de personnes dans l'entreprise, mais sur lesquelles on va pouvoir accorder plus de temps pour améliorer leur qualité. Est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data en général? Je pense que, d'après mon expérience dans mon entreprise actuelle ou précédemment, et d'après ce que j'ai pu voir, en fait, il y a souvent pas mal de choses à faire avec la donnée avant de faire du machine learning, par exemple. Donc, en termes d'analytics, en fait, rendre la donnée accessible à beaucoup de monde, s'assurer qu'elle est de qualité, c'est déjà un énorme travail qui peut demander beaucoup de temps, mais parfois, en fait, je pense qu'il y a des équipes ou des entreprises qui vont trop vite du côté du machine learning,
sur des données qui sont pas assez solides. Et je pense que c'est un peu un risque. Et même, c'est quand même des skills très différentes, des complexités différentes. Et donc, je pense que même nous, en tant qu'ingénieurs, quand on sort d'école d'ingénieur, on a parfois beaucoup appris la data science et des algos très compliqués. Ouais. Mais il faut parfois plutôt revenir sur des bases et commencer par faire du nettoyage et s'assurer qu'on se base sur des données saines. Du côté des outils, tu nous as parlé de DBT. Est-ce que tu peux nous parler un peu des outils que tu aimes bien utiliser? Alors nous, on utilise BigQuery, donc de chez Google, et c'est vrai que c'est quand même extrêmement bien fait, très rapide, donc ça rend le travail d'exploration de données hyper simple. Ouais. Donc c'est très confortable. Concernant BigQuery, il n'y a aucun sujet de coût en interne, gestion des coûts par rapport à ce genre de solution? Si, c'est un très gros sujet, c'est qu'en fait, faire tourner des algos sur des centaines de millions d'utilisateurs avec je sais pas combien de data points par utilisateur pour créer des dizaines de playlists personnalisées, c'est un coût gigantesque. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, je pense qu'on favorisait la création de ces nouvelles playlists avant de regarder potentiellement le prix que ça pouvait avoir ou comment on pouvait optimiser des requêtes, des algos. Là, c'est un sujet qui est de plus en plus important pour nous parce que ça a un impact en coût, ça a un impact carbone, et du coup, en fait, on a des équipes qui vont se charger d'aller un peu à la chasse au gâchis de serveurs comme ça. Ok. Et les autres outils que tu aimes bien? Et les autres outils, bon ça c'est un peu biaisé, je vais faire la pub de Spotify, mais c'est un outil qui a été développé en interne, qui s'appelle Backstage, Ouais. qui est open source et qui est adopté par pas mal de boîtes tech maintenant, et c'est un peu un portail de développeurs. Donc en fait, que ce soit, je sais pas, du back-end engineer au data scientist, en fait, il y a plein d'outils différents, de la documentation, du suivi de jobs qui sont automatisés, d'algorithmes, d'accéder à des datasets, de voir les dépendances entre les datasets. Justement, on parlait de RGPD, combien de temps on va garder chaque donnée. Et donc, c'est un outil hyper utile pour nous, dès qu'on a une question sur la donnée, d'aller dessus. Et en fait, c'est un outil sur lequel il y a de plus en plus de plugins qui sont rajoutés, des add-ons. Et donc, en fait, ça devient un peu un go-to pour un développeur ou un data scientist. C'est une grosse culture, ça, le partage open source des outils internes chez Spotify. Je pense à Hanoi, notamment pour la recherche dans une base de données vectorielle de plus proches voisins, ce genre de choses. Il y a des choses qui ont été pas mal diffusées, qui viennent de Spotify à la base. Est-ce qu'en interne, vous avez une culture qui vous pousse à ça? Ouais, bien sûr. Backstage est un exemple. Et je parlais tout à l'heure de l'équipe de recherche en machine learning appliquée à la musique. Il y a beaucoup d'outils, d'algorithmes, de recherche qui ont été partagés avec la communauté scientifique ou même du coup avec les autres entreprises tech finalement. Et parfois, en fait, on voit que potentiellement ces outils qui vont être utilisés par d'autres boîtes, mais c'est un peu un trade-off entre tout garder pour nous, mais en fait, du coup, savoir que si toutes les boîtes font ça, on va moins profiter des avancées d'autres personnes, d'autres chercheurs, d'autres entreprises. Et donc, c'est un peu un pari sur l'avenir, un peu un pari collaboratif. Et donc, je pense qu'on y croit assez pour se dire que on peut partager ça. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on va en faire de notre côté. Et on peut quand même tirer notre épingle du jeu, même si on partage parfois le niveau de connaissance avec d'autres entreprises. Oui, c'est des entreprises qui, pour la plupart, ne sont pas des concurrents de toute façon. On est en train plus de donner, on va dire, un usage général à tout un tas d'entreprises de tous les secteurs qui pourront utiliser votre code. Alors oui et non. Enfin, quand c'est des outils assez agnostiques en termes de secteur, donc par exemple Backstage, oui, en fait, avant que ça nous impacte directement, je pense que c'est assez loin. Quand c'est quelque chose d'appliqué à la musique spécifiquement, ça peut-être être plus sensible. Je pense qu'effectivement, c'est des décisions qui sont peut-être plus difficiles à prendre quand ça devient à ce point-là spécifique. Ouais. Ouais. C'est quoi les avantages de rendre open source les clés de votre technologie? C'est de se dire que, en fait, ça va peut-être permettre à d'autres chercheurs de construire dessus et de construire des choses encore plus puissantes ou un peu différentes et dont on pourra profiter plus tard. Et plus facile à intégrer peut-être. S'ils construisent sur vos outils, ce sera facile pour vous de les intégrer. En plus, ouais, effectivement, il y a tout un sujet d'avoir des outils communs, des paradigmes un peu en commun qui rendront ça plus simple. Et après, je pense qu'il y a toute la partie recherche, mais après, il y a toute la partie implémentation et ajout aux plateformes. Et ça, en fait, du coup, c'est quelque chose qui va différer beaucoup d'une entreprise à l'autre. Et si on pense qu'on a des meilleurs ingénieurs ou qu'on est plus
rapide pour implémenter quelque chose, peut-être qu'on aura moins peur de partager ces technologies-là. C'est quoi le futur de la data chez Spotify ? Le futur de la data, on a des sujets d'expansion géographique, des sujets d'expansion en termes de vertical. Et donc, ça va être justement de savoir recommander 2 types de contenus pour ces nouveaux contenus à nos utilisateurs, de mieux cerner les différences culturelles dans différents pays. Par exemple, on avait fait une expérience particulière pour Diwali en Inde récemment. On sait que dans des pays où il y a eu plus de population musulmane, on va voir comment les comportements changent pendant Ramadan et voir si justement on peut proposer un contenu différent. Donc vraiment être toujours plus pertinent. Et après, moi je pense justement qu'en termes de best practice, c'est de rationaliser un peu comment on utilise ces données pour réduire nos coûts, mais réduire un peu aussi les doublons qu'on peut avoir et s'assurer que l'utilisation qu'on fait de la donnée est toujours de plus en plus optimale et efficace. Merci Valentin. Merci. Vous venez d'entendre Valentin Geffrier, Senior Data Scientist chez Spotify dans Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.